Bonjour à toutes et à tous. Candide ou l'optimisme est un conte philosophique écrit par Voltaire et paru à Genève en 1759. C'est sans aucun doute l'œuvre la plus connue et la plus étudiée du philosophe des Lumières. Ce conte philosophique rencontre un succès considérable lors de sa parution en 1759. Par le biais d'une histoire fictive, Voltaire, philosophe des Lumières, critique la société et le pouvoir en place. Le lecteur découvre le parcours initiatique du héros, Candide, jeune homme naïf malmené par une succession de rencontres et d'événements difficiles, souvent tragiques. Dans le monde littéraire du XVIIIe siècle, une œuvre emblématique émerge, Candide de Voltaire. Publié en 1759, ce conte philosophique nous plonge dans une aventure initiatique qui questionne l'optimisme et la recherche du bonheur dans un monde imparfait. Le récit suit Candide, un jeune homme innocent et naïf, élevé dans le château de Thundertentronckh en Westphalie sous la tutelle du philosophe Pangloss, qui prêche l'optimisme en affirmant que « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Cependant, après une liaison amoureuse avec Cunégonde, Candide est chassé du château et se lance dans un voyage à travers le monde. Ce voyage est une métaphore de la quête existentielle, mettant en lumière les incohérences et les absurdités du monde. Candide est confronté à des événements tragiques et des dilemmes moraux qui le conduisent à remettre en question les idées préconçues de Pangloss. Au fil de ses aventures, Candide rencontre une variété de personnages, chacun représentant une critique sociale et philosophique du XVIIIe siècle. De la guerre à l'Inquisition, de l'aristocratie à l'Église, chaque chapitre dénonce les injustices et suscite la réflexion du lecteur. La conclusion de Candide, « Il faut cultiver notre jardin », nous invite à adopter une approche pragmatique face aux difficultés de la vie. Découvrez comment Voltaire utilise l'ironie, la satire et la parodie pour dénoncer les incohérences de son époque. Suivez le résumé détaillé de Candide pour mieux comprendre l'œuvre dans son contexte de rédaction et pour explorer les axes de lecture qui rendent ce conte philosophique aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a des siècles. Candide est l'œuvre de Voltaire, philosophe français, la plus lue et commentée du siècle des Lumières à travers le monde. En quoi donc Candide est paradigmatique de la philosophie des Lumières? Candide est une œuvre vaste, qui couvre tous les sujets philosophiques du temps de Voltaire, la religion et le fanatisme, la liberté politique et la tyrannie, la connaissance et l'obscurantisme, le bonheur et la fatalité, la liberté et l'esclavage. Mais le thème sous-jacent de Candide est le bonheur ici et maintenant, hic et nunc en latin, objectif ultime des Lumières, les autres thèmes, connaissance, liberté, déisme, servant de moyen pour servir cet objectif. Contre les philosophes de la Renaissance, qui promettaient le bonheur après la mort, dans une tradition classique chrétienne, le travail des Lumières vise à fournir aux hommes de leur temps les conditions de possibilité d'un bonheur immédiat. Les Lumières ont développé le concept de droit au bonheur. C'est finalement cette quête du bonheur que relatent les aventures de Candide. Quête car le bonheur se construit contre les aléas du destin, la folie des hommes et la déraison générale. Voltaire déteste l'optimisme et son créateur, le philosophe allemand Leibniz, qui est incarné et parodié au travers du personnage de Pangloss. L'optimisme de Pangloss est une position philosophique que l'on peut résumer comme ceci: Dieu est parfait, Dieu a créé le monde, un être parfait créerait un monde parfait, donc le monde est parfait. En outre, un être parfait créerait tout ce qui pourrait être créé, par conséquent tout ce qui pourrait exister existe en fait. Par conséquent, ce monde est le meilleur des mondes possibles et tout est pour le mieux. Voltaire montre le chemin intellectuel de Candide, qui est celui d'une désillusion. L'optimisme, dit Candide, c'est la manie de dire que les choses sont bien quand on est en enfer. En effet, Candide apprend que la quantité de bien est bien inférieure à celle du mal. C'est le fameux tremblement de terre de Lisbonne, en 1755, qui semble être à l'origine de refus de l'optimisme chez Voltaire. Voltaire se demande si Dieu est vraiment bon, ou bien s'il est vraiment tout-puissant. Candide sera la traduction de ce questionnement religieux et métaphysique. La religion de Candide, et celle de Voltaire, est le déisme, fondé sur la croyance en un Dieu créateur de l'univers. Mais ce Dieu n'intervient pas dans les affaires du monde, il agit comme un horloger, un architecte qui crée mais laisse vivre sa création. C'est donc aux hommes de prendre en main leur destin et de créer le bien, ou le mal, en tout cas,
les hommes sont responsables de leur monde. Politiquement, Candide est modéré. Il fait la satire de tous les gouvernements corrompus du monde, sauf l'Eldorado, sans prôner pour autant le renversement de ces gouvernements. Voltaire n'est pas un révolutionnaire, il croit en effet que toute révolution instaure un système politique pire que son prédécesseur. Le thème de l'esclavage est abordé via la rencontre avec l'esclave nègre dont la jambe a été arrachée dans une fabrique de sucre. « C'est à ce prix que vous mangez du sucre », dit le nègre à Candide. C'est cette rencontre qui marquera Candide et lui fera comprendre que l'optimisme est une théorie illusoire. Cependant, bien que Candide pleure sur le sort de l'esclave, il ne fait aucune tentative pour libérer les esclaves. À travers l'Eldorado, Voltaire dénonce l'utopie, un monde parfait n'existe pas. C'est le réalisme qui doit prévaloir chez l'homme rationnel, et non la croyance en une société harmonieuse, qui n'existe pas et ne peut pas exister. La thématique du jardin est plurielle dans Candide, il y a plusieurs jardins dans Candide dont le jardin du baron de Zunder-ten-Tronckh en Westphalie, dans le jardin de l'Eldorado, le jardin du vieux Turc, et le jardin de Candide à la fin. Le jardin est le symbole de la culture, à la fois matérielle, pour la nourriture qu'elle dispense, et intellectuelle, considérée comme une métaphore de la nourriture spirituelle. Le jardin est aussi un éloge de l'ordinaire, du chez-soi, de la normalité, car à défaut de construire un monde parfait, il faut se contenter, selon Voltaire, du monde tel qu'il est. Enfin, on peut analyser politiquement la thématique du jardin. Candide vit en petite communauté, repliée sur elle-même, ce qui témoigne du fait que les États sont corrompus, il faut donc les quitter pour mener une vie retirée, fondée sur le travail. Le premier paradis de Candide, c'est le château de Zunder-ten-Tronckh. On y trouve le plus puissant des barons, le plus savant des philosophes et la plus merveilleuse des princesses en la personne de Cunégonde. Candide ne va pas tarder à découvrir que ce paradis est une illusion, c'est en réalité une baronnie minable, où règne chez les maîtres la sotte prétention, les préjugés aristocratiques, et la servilité chez les subordonnés. La guerre se chargera de détruire cette illusion. Le second paradis de Candide est le pays d'Eldorado. Il y accède après une série de mésaventures qui lui ont appris à douter du bonheur. Par opposition avec la réalité atroce du monde, ce pays merveilleux où règne l'abondance, le bon gouvernement et la paix apparaît comme un rêve. Il en a aussi la fragilité. C'est une pure construction de l'imagination humaine, une utopie, à laquelle il est impossible de croire. Il faut donc le considérer aussi comme une illusion. C'est pour cette raison, plus que pour retrouver Cunégonde, raison officiellement donnée par le comte, que Candide doit se remettre en route. C'est finalement dans la petite métairie de Propontide, en Turquie, que la troupe enfin réunie va trouver une vie modeste et retirée, à l'écart des turbulences de la politique et des querelles théologiques, une vie solidaire, où chacun tente de donner le meilleur de lui-même au service de la communauté, une vie laborieuse, consacrée à arracher à la terre les richesses nécessaires à une vie plus confortable. Le premier de ces lieux est l'image de la société réelle, inégalitaire et brutale, le présenter comme un paradis est une tromperie. Le second est un monde irréel, c'est un beau rêve mais il est hors d'atteinte. Le troisième présente du bonheur une forme modeste et dégradée, certes, mais plus réaliste. Il constitue un art de vivre. L'itinéraire de Candide d'un de ces lieux à l'autre représente les étapes d'une maturation, le passage de l'enfance à l'âge adulte, de la superstition à la sagesse. Voltaire fait de son personnage Pangloss le porte-parole du providentialisme de Leibniz. Il y déforme volontairement sa doctrine en la réduisant à la formule « tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Pangloss est abandonné en Europe et ne réapparaît qu'à la fin, mal en point. L'influence de Martin est déterminante dans l'affranchissement de Candide du credo optimiste. Tout au long de ce roman, Voltaire critique implicitement l'optimisme et la religion et ses représentants. En effet, le lecteur attentif remarque que Voltaire crée un certain affrontement entre l'optimisme, qui est personnifié par Pangloss, le pessimisme, qui est personnifié par Martin. L'un ne pouvant pas prévaloir l'autre. Candide. Protagoniste de l'histoire,
Candide est un jeune homme naïf qui est expulsé du château de Thunder-Ten-Tronckh et qui parcourt le monde en quête de vérité et de bonheur. Il représente l'innocence et la recherche de sens face aux nombreuses injustices et catastrophes qu'il rencontre. Pangloss. Le mentor de Candide, Pangloss est un philosophe optimiste qui enseigne la doctrine du meilleur des mondes possibles. Son optimisme absurde persiste malgré les terribles épreuves qu'il subit, illustrant la satire de Voltaire sur le rationalisme et l'optimisme excessif. Cunégonde. L'amour de Candide, Cunégonde est une jeune femme belle et innocente qui subit de nombreux malheurs tout au long du roman. Elle représente la quête de l'amour et de la stabilité dans un monde marqué par le chaos et l'injustice. Martin. Un pessimiste convaincu, Martin devient le compagnon de voyage de Candide. Il offre un contraste saisissant avec Pangloss en remettant en question ses idées optimistes. Martin incarne le réalisme et la vision lucide face aux absurdités du monde. Cacambo. Un serviteur fidèle de Candide, Cacambo accompagne Candide dans ses aventures et l'aide à naviguer à travers les défis auxquels il est confronté. Il est habile, loyal et débrouillard, représentant la résilience et l'ingéniosité face à l'adversité. Le baron. Le baron de Thunder-Ten-Tronckh est le père de Cunégonde. Il représente l'aristocratie décadente et l'hypocrisie de la noblesse, offrant un commentaire satirique sur la société de l'époque. Le vieillard. Un personnage rencontré par Candide et Cacambo dans le chapitre 17, le vieillard est un symbole de la résignation face à l'injustice et à la souffrance. Son récit de vie tragique contraste avec l'optimisme naïf de Pangloss, soulignant la critique de Voltaire sur les théories philosophiques déconnectées de la réalité. La vieille. La vieille est une femme rencontrée par Candide et Cunégonde en Europe de l'Est. Elle a survécu à de nombreux malheurs et incarne la résilience et la force dans l'adversité. Son personnage illustre la capacité de survivre et de trouver un sens dans un monde marqué par la souffrance et l'injustice. Candide est une œuvre aussi riche que fascinante à analyser. C'est la raison pour laquelle différentes pistes pourraient être dégagées pour l'étudier. Candide est une œuvre majeure de la littérature qui propose notamment une critique acerbe de la société de son époque. Cette analyse sociale se manifeste à travers plusieurs aspects de l'histoire et des personnages. Les inégalités sociales. Le personnage du baron Thunder-Ten-Tronckh représente l'aristocratie décadente de l'époque. Son château opulent est à la fois une représentation de la richesse excessive et un lieu de débauche. La critique de Voltaire envers la noblesse est évidente à travers le déclin du baron et de sa famille, ce qui permet de souligner les inégalités sociales et la décadence d'une classe privilégiée. La satire de la religion est un thème central dans Candide. Les personnages religieux tels que le grand inquisiteur et le frère Giroflée sont dépeints de manière hypocrite, révélant une corruption morale au sein des institutions ecclésiastiques. L'autoflagellation du frère Giroflée, quant à elle, souligne l'absurdité des pratiques religieuses de l'époque. La figure emblématique du philosophe Pangloss incarne la satire de l'optimisme philosophique, particulièrement associée à la philosophie de Leibniz. La répétition du mantra « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles » devient une source d'ironie alors que les personnages sont confrontés à des événements tragiques. Voltaire utilise Pangloss pour critiquer la pensée dogmatique et la déconnexion avec la réalité.
L'ironie est un élément essentiel de la critique sociale dans Candide. Les nombreuses discordances entre les idéaux et la réalité, entre les enseignements philosophiques et les expériences vécues, soulignent l'absurdité des systèmes sociaux de l'époque. L'optimisme déraisonnable de Pangloss face à des situations tragiques devient une forme d'ironie sociale percutante. Le voyage comme métaphore du monde. Le parcours de Candide à travers différentes régions du monde peut être interprété comme une métaphore de la diversité et de la complexité du monde. Chaque lieu qu'il visite expose une facette différente de la réalité sociale, politique et culturelle de l'époque. Les voyages de Candide à Constantinople, en Amérique du Sud, et ailleurs, représentent les contrastes entre l'Orient et l'Occident. Ils soulignent la diversité culturelle et les différences sociales de différentes parties du monde. Voltaire utilise les expériences de Candide en Europe pour critiquer la prétendue civilisation de l'époque. Le château du baron Thundertentronckh, qui devrait symboliser la civilisation, est en réalité le lieu de débauche et de corruption. Cela permet de souligner l'hypocrisie de la prétendue sophistication européenne. Eldorado, bien que présenté comme un paradis utopique, est également une source d'ironie. L'abondance de richesses et l'harmonie sociale mettent en lumière les inégalités et l'injustice présentes dans le reste du monde. Eldorado devient ainsi un commentaire satirique sur les idées utopiques de son temps. Les catastrophes naturelles auxquelles Candide est confronté, comme le tremblement de terre de Lisbonne, suscitent une réflexion sur la relation entre la nature et l'humanité. Voltaire utilise ces événements pour remettre en question l'idée d'un ordre divin préétabli et souligner l'imprévisibilité de la nature. Les rencontres de Candide avec différentes cultures offrent des comparaisons riches. Par exemple, la tolérance religieuse observée dans le pays d'Eldorado contraste fortement avec l'intolérance religieuse en Europe. Ces comparaisons culturelles servent à critiquer les préjugés culturels et religieux de l'époque. Les nombreux personnages rencontrés par Candide dans son voyage représentent des approches différentes de la vie et de la sagesse. Martin, par exemple, apporte une perspective réaliste et pessimiste, et offre une alternative aux enseignements excessivement optimistes de Pangloss. Cette diversité de perspectives souligne la complexité du monde. L'hypocrisie religieuse. Voltaire utilise plusieurs personnages religieux dans Candide pour critiquer l'hypocrisie au sein des institutions ecclésiastiques de l'époque, et notamment le Grand Inquisiteur. La rencontre avec le Grand Inquisiteur à Lisbonne expose la cruauté et l'indifférence envers la souffrance humaine au nom de la religion. La satire souligne la dichotomie entre la piété apparente et la réalité brutale. Le personnage du frère Giroflée pratique l'autoflagellation comme moyen de purification. Cette représentation satirique souligne l'absurdité de certaines pratiques religieuses et met en question la logique derrière de tels actes. Pangloss, en tant que représentant de la philosophie optimiste, est également associé à une vision optimiste de la religion. Sa justification des événements malheureux au nom d'un dessein divin détourne la critique sur la pensée religieuse qui ignore la réalité tangible. Eldorado, présenté comme une utopie, est notable par son absence de références religieuses traditionnelles. La société harmonieuse et prospère d'Eldorado offre une alternative à la vision religieuse souvent critiquée dans le reste de l'œuvre.
L'épisode de la mort du jésuite illustre la manière dont Voltaire ridiculise les pratiques religieuses extrêmes. La description humoristique de la mort du jésuite, entouré de reliques et d'objets sacrés, renforce la satire de la superstition et de la foi aveugle. La tolérance religieuse dans le pays d'Eldorado offre une vision alternative. La coexistence pacifique de différentes croyances religieuses contraste avec l'intolérance religieuse observée dans d'autres parties du monde, et souligne l'idée que la tolérance peut prospérer sans l'ingérence des institutions religieuses. Le séisme de Lisbonne et la réponse des personnages soulèvent des questions sur la nature divine et la justification de la souffrance. Cette catastrophe naturelle remet en question la croyance en un ordre divin préétabli et met en lumière l'absurdité de la justification religieuse face à de tels événements. En résumé, Candide offre une analyse sociale approfondie à travers la satire de la noblesse corrompue, de la religion hypocrite, de la philosophie optimiste, et de la quête illusoire du bonheur. Voltaire utilise ses personnages et son récit pour exposer les failles de la société de son époque, et invite les lecteurs à remettre en question les institutions et les idées prédominantes. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce livre? Connaissez-vous d'autres ouvrages de Voltaire? Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes pour le jeune Candide, docile et ingénu. Le baron de Thunder Ten Tronckh, un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, et probablement son oncle, l'a accueilli dans un château protégé et clos, qui fait rempart à toute violence extérieure. Candide est secrètement amoureux de Cunégonde, la fille du baron et de la baronne. La félicité est absolue, jusqu'au drame, Candide et Cunégonde sont surpris par le baron dans leurs ébats, Candide est chassé du paradis, et l'aventure commence. Candide n'aura de cesse de retrouver Cunégonde, objet d'une quête qui le révélera peu à peu à lui-même. À travers les yeux de Candide, le château protecteur renvoie à un âge d'or où l'abondance et l'équilibre apparent dispensent d'une réflexion plus aboutie que la philosophie de Pangloss, précepteur de la maison. Ce paradis se révèle cependant artificiel, l'exclusion du héros ouvre la boîte de Pandore, et l'idéologie qui animait cet univers ne résiste pas longtemps aux tempêtes. Voltaire inscrit d'emblée le conte dans une référence commune qu'il va s'appliquer à déconstruire à travers un voyage où le héros se trouve successivement confronté à tous les malheurs du monde, puis aux turpitudes de l'âme humaine. Seul et désemparé, Candide rencontre dans la ville voisine de Walberghof-Dickdorf, à la porte d'un cabaret, deux recruteurs de l'armée du roi des Bulgares qui l'enrôlent aussitôt, au seul motif que Candide mesure 5 pieds 5 pouces de haut. Après des débuts difficiles, Candide, peu au fait des usages militaires, déserte avant d'être rattrapé et conduit au cachot. Un choix lui est offert, être fustigé 36 fois par tout le régiment, ou recevoir à la fois 12 balles de plomb dans la cervelle. Candide choisit le fouet, puis les balles, avant d'être sauvé par le roi des Bulgares, sensible à ce jeune métaphysicien, fort ignorant des choses de ce monde. Candide, séduit dans un premier temps par le spectacle de la bataille, se met à trembler devant ce qui, à ses yeux, devient vite une boucherie héroïque, qui conduit le héros à se cacher avant de s'enfuir en enjambant les cadavres. Il arrive en Hollande, tente de mendier pour manger, et rencontre, après quelques échanges malheureux sur la religion, l'anabaptiste Jacques qui le nourrit et lui propose un travail dans une manufacture d'étoffes. Il va croiser un gueux tout couvert de pustules. C'est avec une ironie grinçante que Voltaire propose une représentation de la guerre qui dénonce la brutalité et l'inconséquence militaire, tout autant que le désastre d'un système de pensée en total décalage avec le monde qu'il tente d'expliquer. Le sujet est d'actualité, alors même que la guerre de 7 ans, 1756 à 1763, fait rage en Europe et dans les colonies d'Amérique du Nord, les dommages humains considérables conduiront à une réorganisation des forces en présence. Le gueux tout couvert de pustules se révèle être Pangloss, à bout de force, malade de la vérole et dans l'incapacité de se soigner. Il informe Candide de la destruction du château après son départ, de la mort du baron, de la baronne, de leur fils, et, surtout, de Cunégonde. Le paradis n'est plus.
Candide s'interroge, « Ah, meilleur des mondes, où êtes-vous ?» tout en restant fidèle aux certitudes de Pangloss qui s'évertue à justifier jusqu'à la vérole qui le tue. Jacques, le bon anabaptiste, parvient à guérir Pangloss et le prend avec Candide à son service. Ils embarquent ensemble pour Lisbonne et affrontent une terrible tempête à l'approche du port. L'optimisme du philosophe est confronté à l'épreuve des faits. Les personnages s'obstinent cependant, ce n'est que le début du voyage. Les catastrophes s'enchaînent, la tempête anéantit le vaisseau et ses passagers, l'anabaptiste Jacques périt d'avoir aidé un matelot qui le laisse se noyer. Seuls Pangloss et Candide survivent, pour être aussitôt exposés au tremblement de terre qui détruit Lisbonne et écrase ses 30 000 habitants. Quelle peut être la raison suffisante de ce phénomène, s'interroge Pangloss. Voltaire met en scène le tremblement de terre de Lisbonne survenu le 1er novembre 1755, l'événement bouleverse profondément les mentalités. Capitale d'un pays réputé pour sa foi catholique, Lisbonne ne semblait pas mériter ce châtiment. Pourquoi une pareille catastrophe le jour d'une fête catholique? La philosophie du XVIIIe siècle ne s'explique pas une telle manifestation de colère divine. L'Inquisition s'acharne, en vain, à chercher des coupables. Afin d'empêcher les tremblements de terre, des hommes sont brûlés pour des raisons absurdes, Pangloss et Candide sont proches de subir un sort identique, Pangloss est pendu, et Candide, fouetté. Cette cérémonie n'empêche en rien un nouveau séisme, le soir même. Une parodie de raisonnement tente d'enchaîner les liens de cause à effet. Mais Candide s'interroge, dans un grand désarroi, il voit s'ébranler ses certitudes. Candide est sauvé par une vieille femme, personnage symbolique qui revient plusieurs fois au cours du voyage. Comme l'anabaptiste, la vieille lui permet de se soigner, de se nourrir et de s'habiller. Elle le conduit vers une jeune fille, que Candide dévoile, quel moment! Quelle surprise! Il croit voir mademoiselle Cunégonde, il la voyait en effet, c'était elle-même. Coup de théâtre! Ce ne sera pas le dernier puisque à la logique de causalité de Pangloss, la narration oppose la surprise et le retour de personnages qui semblaient, a priori, écartés du périple. Le désastre du château est raconté une seconde fois par Cunégonde, récit enchâssé qui laisse entrevoir une autre histoire, parallèle à celle suivie par le lecteur depuis le chapitre 2. Le conte s'inscrit dans une tradition qui emprunte à la fois au roman d'apprentissage, au récit initiatique, sentimental, comique. Voltaire s'inspire de ces traditions, pour les détourner doublement, non seulement il les parodie mais il les récupère pour élaborer une pensée philosophique. L'auteur joue aussi en virtuose des procédés narratifs par le biais des ellipses, des récits enchâssés, des changements de perspective qui confèrent à la narration une densité de contenu et une liberté de ton. Cunégonde se lance dans un récit aux nombreuses péripéties, suite à l'attaque du château, elle tombe sous le joug d'un capitaine bulgare qui la revend à un trafiquant, dont Issachar. Celui-ci la partage depuis 6 mois avec le grand inquisiteur. Ses malheurs en série la conduisent à remettre en cause la philosophie de Pangloss. Dont Issachar n'apprécie guère la présence de Candide et la perspective d'un second rival, il le menace d'un poignard, Candide brandit une épée et abat son adversaire. L'inquisiteur surgit, Candide commence à raisonner, l'épée à la main et tue l'inquisiteur. Pour une nature si peu belliqueuse, c'est là un changement radical. Candide s'explique, ma belle demoiselle, quand on est amoureux, jaloux et fouetté par l'inquisition, on ne se connaît plus. La vieille les exhorte à l'action et ils s'éloignent sur des chevaux andalous avant l'arrivée de la Sainte-Hermandade, la police régionale. Ils gagnent alors la ville d'Avacena dans les montagnes de la Sierra Morena. Les dernières richesses de Cunégonde ont été volées, le trio est dans l'embarras, quel parti prendre, s'interroge Candide. Ils vendent l'un des 3 chevaux et arrivent à Cadix. Une flotte s'apprête à partir pour le Paraguay afin de combattre des révérends pères jésuites, Candide convainc le général de ses compétences militaires et devient capitaine d'un équipage. Cunégonde, la vieille, et 2 valets embarquent,
avec 2 chevaux, pour le nouveau monde, avec l'espoir que celui-là sera meilleur. L'espace est clos, le temps est alors au récit, la vieille raconte son histoire. Fille du pape Urbain X et de la princesse de Palestrine, la vieille déroule son histoire sur le mode superlatif, palais, robe, talent, grâce, tout surpasse en beauté l'univers de référence de Candide et Cunégonde, le château de Thunder-ten-Tronckh. L'avenir s'annonçait radieux, porté par un mariage prévu avec le prince souverain de Massa Carrara. À cette perspective idyllique répond une chute brutale, le fiancé meurt, un corsaire attaque, et elle est capturée avec sa mère. L'arrivée au Maroc assombrit davantage encore le tableau, les combattants s'opposent et se disputent le butin, entraînant la mort de la princesse et de tous les prisonniers, à l'exception de la vieille, laissée pour morte. Non seulement la fidélité aux prières ne prémunit pas contre les pires horreurs, mais le récit souligne encore l'injustice et le malheur que subissent les femmes. Asservies aux hommes, éloignées des fonctions sociales, volontiers tenues responsables des misères humaines, elles peinent à exister. Quelques années avant la Révolution française, Voltaire s'interroge sur la place des femmes dans la société. La vieille poursuit un récit qui propose une vision extrêmement sombre de la nature humaine. Elle survit à la peste et, vendue comme esclave, passe, au fil des transactions, de Tunis à Tripoli, d'Alexandrie à Smyrne, de Constantinople à Moscou. Elle y perd une fesse en pleine famine, sacrifiée pour satisfaire les soldats turcs. Devenue la servante de Don Issachar, elle rencontre alors Cunégonde. Trahison, anthropophagie, suicide sont abordés dans ce périple vers le Nouveau Monde, autant de questions débattues au XVIIIe siècle. L'ironie de la narration favorise la construction d'une distance critique. L'histoire de la vieille fait école, et le vaisseau avance au fil du récit des voyageurs. Ils arrivent finalement à Buenos Aires, et y rencontrent le gouverneur qui s'empresse de demander Cunégonde en mariage. La vieille encourage cette dernière à accepter d'épouser monsieur le gouverneur et de faire la fortune de monsieur le capitaine Candide. Mais le passé les rattrape, et ils risquent la mort pour avoir tué le grand inquisiteur. Candide fuit, Cunégonde reste, leurs chemins se séparent pour la 2e fois. Candide est accompagné dans sa fuite par un valet nommé Cacambo. Il avait été enfant de chœur, sacristain, matelot, moine, facteur, soldat, laquais, voilà un compagnon de choix pour un Candide en pleine évolution. Homme d'action plein d'allant, il encourage son maître, quand on n'a pas son compte dans un monde, on le trouve dans un autre. Au Paraguay, chez les Jésuites, Candide reconnaît dans le commandant le frère de Cunégonde, le fils du baron, miraculeusement rescapé du massacre du château. Les retrouvailles se déroulent sous les meilleurs auspices, le baron qualifiant Candide de « frère » et de « sauveur ». Les relations se dégradent cependant lorsque Candide fait part de son souhait d'épouser Cunégonde, fidèle aux valeurs familiales, le baron refuse catégoriquement, car Candide n'a pas les quartiers de noblesse requis. Candide tente d'argumenter et de défendre l'attachement de Cunégonde à son égard, mais, devant l'obstination du baron, il n'a d'autre choix que de le tuer. Habillés en jésuites, Candide et Cacambo parviennent à s'enfuir. Tout inquiète en terre inconnue, tout particulièrement, l'autre, menaçant par son étrangeté, soupçonné de mœurs barbares. Candide abat 2 singes à la poursuite de 2 femmes nues. Il s'agit semble-t-il de leurs amants. Candide et Cacambo sont ligotés pendant leur sommeil et vont être mangés par les habitants des lieux, les Oreillons, qui les prennent pour des jésuites. L'agressivité contre les jésuites qui les ont dépossédés de leur territoire tombera dès qu'il sera clair que Candide n'est pas jésuite, ils seront dès lors traités avec tous les égards. Là où jusqu'alors les Européens voyaient des sauvages, le siècle des Lumières veut voir des êtres humains, égaux en droit quelle que soit leur race. Aussi n'est-ce pas sans ironie que Voltaire décrit ici les mœurs les plus extrêmes fantasmées par les Européens, de l'anthropophagie à la zoophilie.
L'Eldorado est découvert par Candide et Cacambo au hasard de ce périple en Amérique du Sud. Les expériences douloureuses du Nouveau Monde ont convaincu Cacambo de retourner en Europe, mais les deux protagonistes n'ont d'autre choix que de poursuivre leur route, et s'embarquent à l'aventure dans une petite barque en se recommandant à la Providence. Le canot finit par se fracasser contre des écueils qui ouvrent la porte de l'Eldorado, c'est probablement le pays où tout va bien, car il faut absolument qu'il y en ait un de cette espèce, espère Candide. Pas de cour de justice, de parlement, ni de prison dans ce pays, mais un palais des sciences, des libertés individuelles reconnues, avec interdiction, pour les habitants, de sortir de ce royaume. Candide et Cacambo décident pourtant d'en partir, parce que Cunégonde manque à l'un d'eux, et que la richesse leur ouvre des perspectives. Une machine est spécialement construite pour les conduire de l'autre côté des montagnes, accompagnée de 100 moutons chargés de vivres, de présents, d'or et de pierreries. L'Eldorado tient une place essentielle dans le conte, puisqu'il en marque le milieu, à la fois point d'aboutissement d'un parcours et point de départ du voyage de retour. Candide découvre un autre modèle de gouvernement et de bonheur qui se substitue au château initial. Cependant, le lieu, aussi doré soit-il, ne comble pas toutes les attentes. Entre utopie et construction politique, il reste du chemin à parcourir pour créer son propre jardin. La société idéale est un sujet d'interrogation majeur du XVIIIe siècle. Candide et Cacambo quittent l'Eldorado chargés d'or et de rêves. Mais ils perdent vite leur richesse et doivent renoncer à s'acheter un royaume. Aux abords du Suriname, la rencontre avec un esclave noir dans un état pitoyable achève de leur enlever leurs illusions. On l'a amputé de la main droite et de la jambe gauche, c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Ce violent réquisitoire contre l'esclavage s'inscrit dans un vaste mouvement d'opinion qui dénonce cette pratique. Il faudra, en France, attendre 1848 pour que l'esclavage soit définitivement aboli. Candide a chargé Cacambo de passer à Buenos Aires pour racheter Cunégonde et la Vieille, tandis qu'il se rend directement à Venise. Désespéré par le vol de ses dernières richesses, il décide d'emmener avec lui l'homme le plus malheureux de la province. Il choisit, parmi une foule de prétendants, le philosophe Martin. Tandis que le vaisseau vogue vers Bordeaux, les deux compagnons de voyage discutent 15 jours durant, du mal physique et du mal moral. Le combat naval qui s'achève par le naufrage du bateau pirate qui a volé tous les biens de Candide alimente leur débat. S'il punit l'immoralité du capitaine, il engloutit dans le même temps des centaines d'innocents. Ironie du sort, seul un mouton en réchappe. Le mal est partout, cruauté des hommes, injustice de la religion, désastre naturel, incohérence politique. La question du mal, en étroite relation avec la question de Dieu, alimente toute la réflexion philosophique du XVIIIe siècle. Aux abords des côtes françaises, Candide expose son projet, rejoindre Venise depuis Bordeaux. Nulle curiosité de sa part après un mois passé dans l'Eldorado, d'autant que les commentaires de Martin sur les Français sont sans appel. Candide veut atteindre l'Italie pour y attendre Cunégonde, Martin accepte de le suivre pour son argent. La fin du voyage est l'occasion de questions de Candide à Martin sur la pérennité du mal et sur la possibilité du bien. Son raisonnement s'affine, il est question en dernier lieu du libre arbitre. Candide et Martin se rendent finalement à Paris. Voltaire met en scène une satire de la vie parisienne en évoquant successivement l'absence de reconnaissance sociale dont souffrent les actrices, la cruauté des critiques, les jeux d'argent et la perfidie des conversations mondaines, d'abord du silence, ensuite un bruit de paroles qu'on ne distingue point, puis des plaisanteries dont la plupart sont insipides, de fausses nouvelles, de mauvais raisonnements, un peu de politique et beaucoup de médisance. Tout au long du chapitre, Candide est trompé, il part finalement pour Dieppe puis Portsmouth sans renoncer à rejoindre un jour Venise. Le Paris présenté est futile et superficiel, mondain et trompeur. Le jeu y occupe une place de choix, en relation avec une société des Lumières où les jeux d'argent, licites ou illicites, ont envahi l'espace urbain et gagné toutes les couches de la société. Les formes en sont variées, cabaret et billard, académie tolérée et tripot clandestin, bureau de loterie.
Rien à voir avec le pari populaire que mettra en scène la littérature du XIXe siècle. Sur fond d'explication de la guerre qui oppose à grands frais les armées anglaises et françaises pour une terre canadienne fort éloignée, l'arrivée à Portsmouth coïncide avec l'exécution d'un amiral qui bouleverse Candide, l'homme périt de n'avoir pas provoqué assez de morts en affrontant l'ennemi. Candide refuse de descendre du navire et arrange au plus vite un départ pour Venise, toujours conduit par le désir de retrouver Cunégonde. Cacambo et Cunégonde ne sont pas au rendez-vous vénitien, et Candide sombre dans la mélancolie, prêt à succomber au pessimisme de Martin, que vous avez raison, mon cher Martin. Tout n'est qu'illusion et calamité. Les idées sombres ne résistent pas, cependant, à la vision plaisante d'un moine théatin, frère Giroflée, avec une fille à son bras. Celle-ci se révèle être Paquette, la servante du château de Thunder Ten Tronckh. Derrière l'image du couple amoureux, se cache la sordide histoire d'un moine défroqué et d'une misérable prostituée, ravagée par la maladie. Candide s'obstine toutefois à croire à l'amour et continue à attendre un improbable retour de Cunégonde. Le seigneur vénitien, Pococurante, un homme qui n'a jamais eu de chagrin, retient l'attention de Candide et de Martin. Il passe en revue la peinture, la musique, l'opéra, la littérature, la poésie, les sciences, le théâtre, la philosophie, les jardins. L'homme est revenu de tout, l'opéra? Des chansons ridicules. Un concerto? Du bruit qui fatigue tout le monde. Homère? Rien que des batailles. Candide s'interroge, peut-il y avoir du plaisir à n'avoir pas de plaisir? Ville de carnaval, Venise est la ville de l'inversion des valeurs. Voltaire en fait un décor de choix pour un personnage blasé, un anti-Casanova dans une ville multiforme, singulière et inattendue. Cacambo surgit brusquement au cours d'un dîner et révèle que Cunégonde se trouve à Constantinople, lui-même est esclave et exhorte Candide à se tenir prêt au départ. Ce rebondissement n'est pas la seule surprise d'un épisode mystérieux, au cœur du carnaval de Venise qui inverse les rôles entre maître et valet. Les 6 compagnons de Candide et de Martin lors de ce dîner se révèlent être des rois déchus qui narrent tour à tour leur parcours malheureux, le sultan Achmet III, Ivan, empereur de toutes les Russies, le roi d'Angleterre, Charles-Édouard, 2 rois des Polaques, enfin, Théodore, roi de Corse. Tous sont venus à Venise pour le carnaval, et tous sont déchus de leur pouvoir. Voltaire convoque ici des figures historiques qui incarnent la vanité et le caractère éphémère du pouvoir. L'épisode participe de la réflexion politique du philosophe sur la notion de gouvernement qui constitue l'un des fils conducteurs de Candide, bien sûr, mais aussi du dictionnaire philosophique. Du système hiérarchique aristocratique qui règne au château dont Candide est exclu, à l'organisation communautaire du jardin dont le baron est chassé, c'est une réflexion sur la place de l'individu dans le système qui le gouverne et l'émergence de l'homme social qui se déploie. En route vers Constantinople, Cacambo décrit la situation de Cunégonde, esclave dans la maison d'un ancien souverain sur le rivage de la Propontide, chez un prince qui a très peu d'écuelles, elle est devenue horriblement laide. Candide se soucie peu de cette évolution, mais s'interroge sur l'usage de la fortune, dilapidée selon un schéma désormais classique dans le conte, rachat de la personne humaine, piraterie, errance, esclavage. Cacambo est racheté par Candide, et le petit groupe retrouve au hasard de la traversée le frère de Cunégonde et Pangloss, devenus tous 2 galériens. Les derniers diamants de l'Eldorado libèrent les 2 malheureux, et tous repartent vers la Turquie pour délivrer Cunégonde. Le baron et Pangloss racontent leur histoire, l'un, réchappé du coup d'épée de Candide, devenu aumônier avant d'être condamné aux galères, l'autre, pendu, disséqué, un temps laquais, avant d'être à son tour condamné aux galères. Devant ces injustices nées de l'intolérance et de la superstition, Candide, à présent capable de discernement, interroge Pangloss, « Avez-vous toujours pensé que tout allait le mieux du monde ?» Pangloss est formel, son jugement n'a pas évolué.
narration des aventures, raisonnement sur les effets et les causes, interrogation sur le mal moral et sur le mal physique, sur la liberté et la nécessité, portent les protagonistes jusqu'à la maison du prince de Transylvanie, où ils retrouvent, enfin, Cunégonde et la vieille. Cacambo avait dit juste, Cunégonde est bien laide et Candide s'en émeut avec élégance. Le fils du baron n'a pas changé, il refuse toujours radicalement une possible union entre Cunégonde et Candide, malgré les larmes de sa sœur, et la colère de Candide devant tant d'absurdité et d'ingratitude. L'apparence de Cunégonde détourne désormais quiconque de tout désir d'union. Attaché à une domination aristocratique qui n'a plus cours, le baron s'avère incapable d'évoluer et s'exclut de la nouvelle communauté. Celle-ci, privée des richesses de l'Eldorado, doit trouver en elle-même les ressources pour développer, non sans mal, la modeste métairie dans laquelle elle s'est installée. Cacambo en a assez de cultiver les légumes, le caractère de Cunégonde se dégrade, Pangloss souffre de ne pouvoir briller. Seul, Martin, avec son fatalisme habituel, s'accommode de la situation. Tous philosophes cependant, alors que Paquette et le frère Giroflée les rejoignent. La devise d'un bon vieillard turc donne sens à ce jardin comme promesse de vie, le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Candide la fait sienne et tous l'acceptent, chacun se mit à exercer ses talents, et la petite société prend sens. Ce jardin métaphorique constitue le point d'aboutissement d'un périple qui, à partir d'un lieu clos et hiérarchisé, a conduit à parcourir un monde extérieur, hanté par le mal et la violence, et un monde intérieur plus trouble encore, permettant à Candide de se révéler. L'Eldorado est déterminant puisqu'il propose l'espoir d'un autre système social, appuyé sur le consentement collectif. Le jardin, par la place laissée à chacun et la reconnaissance de son travail, ouvre l'espace d'une liberté et d'un bonheur, certes plus modeste mais assurément plus fiable. Il faut cultiver notre jardin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.